Parfait. Donc, je vais ouvrir la présentation, PowerPoint que vous avez en format PDF dans dans la section des fichiers, dans le dossier cours 2. Donc, ce que je veux faire ce matin, c'est commencer à introduire la syntaxe de notre premier langage de programmation cette session, le langage de programmation TPP. Et comme je l'ai dit, donc présentement, vous avez deux vidéos de Théo, un qui vous montre comment créer la cellule et configurer les systèmes d'axes selon lesquels le robot va pouvoir se déplacer, et un deuxième qui vous montre comment créer une cellule virtuelle dans RoboGuide, qui vous rappelle comment créer une cellule virtuelle dans RoboGuide et qui vous montre comment programmer le robot. Donc, c'est les deux vidéos tutoriels que vous allez devoir regarder et vous approprier ces manipulations dans le logiciel que je vais essayer coûte que coûte de rendre disponible dès qu'on finit notre période de thé aujourd'hui. Donc, le TPP, c'est pour Teach Pendant Programming. Et c'est quoi un pendant? Ben, en fait, c'est relativement simple. Si je vais sur Google quelques secondes et Monsieur, que... excuse-moi, Pardon? est-ce que tu peux commencer l'enregistrement? L'enregistrement est déjà commencé, mon ami. Et comme je Mhm. l'ai dit, il faut être attentif. L'enregistrement, je ne l'ai pas fait dans Teams. Je le fais avec un logiciel ici qui me permet d'éditer, de rajouter des commentaires par la suite. Ça va? Ah, d'accord, ça va. Parfait. Ouais, ça va. Donc, si je vais sur Google quelques secondes et que je tape, tiens, tout simplement Fanuc. Bon, il faut que je tape Fanuc correctement, évidemment, et que je tape Fanuc et que je vais regarder dans les images. Ah, ça prend un peu de temps à charger. Donc, vous voyez les magnifiques manettes qui se trouvent ici. Par exemple, sur cette image, les manettes qui se trouvent ici, c'est ça qu'on appelle un pendant. C'est la manette de contrôle du robot. Donc, le TPP qu'on va étudier est un langage de programmation euh, euh, est un langage de programmation un peu différent des autres. Pourquoi? Parce qu'habituellement, quand on programme, que ce soit un ordinateur, un microcontrôleur ou n'importe quel système ordonné, on écrit notre code dans un compilateur. Le compilateur transforme notre programme en code machine et ce code machine, on peut ensuite l'injecter ou l'uploader dans le système qu'on veut contrôler. En TPP, on ne développe pas notre programme sur un ordinateur et ensuite on l'envoie dans le robot. On programme directement sur la manette qui est connectée au robot. Ça veut dire que s'il y a une erreur dans notre programme ou s'il y a une modification à faire, on peut la faire en temps réel sur le robot. Alors que le deuxième langage qu'on va attaquer plus tard cette session, le langage Carel, est un langage qu'on dit structuré. Donc, on va avoir un compilateur, on va développer notre programme dans le compilateur, on va le compiler, ce qui va nous donner un fichier exécutable. Et ce fichier exécutable, c'est lui qu'on devra envoyer dans le robot. Donc, le processus pour les deux langages est différent. Donc, maintenant, comme dans n'importe quel langage de programmation, euh, il nous faut ce qu'on appelle des variables ou des constantes. Donc, il nous faut des types de données qui nous permettent de stocker l'information en mémoire. Évidemment, les types de données dont on a besoin en robotique sont un peu différents des types de données qu'on a besoin dans d'autres langages. Si je prends par exemple le ladder que vous connaissez déjà. Donc, si je me trompe pas, vous avez déjà eu un premier cours d'automate? Oui, non, peut-être? Oui, je confirme. Donc, où vous avez programmé des automates Allen Bradley de la série Micrologix. Micrologix 1200 avec RSLogix 500. C'est bien ça? RSLogix 500 émulé, vous avez appris à faire des simulateurs. Techniquement, c'est la plateforme que vous avez utilisée dans votre cours de numérique comme automate. C'est bien ça? Pour être sûr qu'on part
On Ouais, c'est part sûr. sur les autres. Exactement. Parfait. Donc, quand vous avez programmé ces automates, vous deviez déclarer des variables, même si ce n'est pas ce terme qu'on a utilisé. Par exemple, un integer dans un automate, c'était une variable de type N7. Une valeur réelle, c'était une variable de type F8. Un timer, c'était un T4, si je me souviens bien. Un compteur, c'était un C5. Un booléen, c'était un B3. Donc, chacun de ces types de données représentait une certaine quantité d'espace mémoire où on pouvait stocker plus ou moins d'informations. Donc, en robotique, c'est le même principe. Mais le type de données principal en robotique, c'est un type de données qui nous permet de représenter une position dans l'espace. Donc, une position dans l'espace, c'est caractérisé par 7 paramètres, en robotique en tout cas. Donc, c'est ces 7 paramètres qui sont décrits ici dans la première diapositive. Donc, on va apprendre à déclarer des variables. Notre premier type de variable va être la variable PR, de type PR. Et PR, ça signifie quoi? Ça signifie Position Register. Si je traduis, donc un PR, c'est un registre de position. Alors qu'un P, parce que sur ma diapositive, on voit les variables de type P et PR. Pour l'instant, considérons-les comme le même type de données, mais il y a une petite nuance entre les deux qu'on va comprendre au fur et à mesure qu'on avance dans la session. Donc, une variable de type P, c'est pour une position, et pour une variable de type PR, c'est pour un registre de position. On verra la nuance en temps et lieu. Donc, dans cette présentation, je vais utiliser P et PR de manière interchangeable parce que je ne veux pas attaquer la nuance entre les deux tout de suite. Donc, pour représenter une position dans l'espace, ce qu'on voit ici, c'est que ça nous prend 7 paramètres. Donc, imaginez que mon rectangle bleu ici représente un grand espace en mémoire qui représente une position. Donc, une position, quand je vous dis déplace-toi à la position A ou déplace-toi à la position B, si je peux me positionner quelque part dans l'espace, c'est que je peux me rendre à un endroit qui est basé sur une référence quelque part. Il y a des systèmes d'axes en robotique. Donc, imaginez qu'on a une origine quelque part dans un plan cartésien en 3 dimensions. Donc, on a l'axe des Z, l'axe des X et l'axe des Y. Donc, mon doigt ici, le bout de mon doigt représente une position dans l'espace. Tout le monde voit mon doigt? Quelqu'un? On voit bien mon doigt? Non, monsieur. On ne Non, voit ça pas les bloque, vidéos, monsieur. on ne voit pas les vidéos animées. C'est comme si on a des flashs, des pauses. Ok, vous Il ne y a voyez juste que la, la vous voix ne qui voyez que la présentation. reste Vous voyez, bloquée. vous ne voyez que la Oui. présentation présentement, c'est ça? Ouais, Vous ne voyez exactement. plus ma vidéo? Non, on vous voit en petit dans le coin, mais ça bug. Ok. Donc on va essayer d'aller lentement, puisqu'apparemment la connexion n'est pas super ce matin. Donc, euh, l'idée ici est que une position dans l'espace euh, euh, est représentée par 7 paramètres. Les premiers paramètres, le X, le Y et le Z, représentent les translations en X, en Y et en Z. Donc, si j'ai une origine quelque part dans l'espace et que je veux m'éloigner de cette origine pour atteindre une position en particulier, je dois me décaler d'un certain nombre d'unités en X, je dois me décaler d'un certain nombre d'unités en Y et me décaler d'un certain nombre d'unités en Z pour atteindre ma position dans l'espace. Maintenant, une fois que je suis rendu à cette position, à partir de cette position, je suis orienté dans quelle direction. C'est comme si je vous disais, si vous tenez une aiguille dans les heures, cette aiguille-là présentement, est-ce qu'elle, sa pointe vise vers le haut, vise vers le bas, vise vers la gauche ou vise vers la droite? Le bout de l'aiguille est toujours aux mêmes coordonnées dans l'espace, mais dans quelle direction est-ce qu'elle pointe? C'est ce qu'on appelle l'orientation. Donc, l'orientation va être décrite par 3 paramètres, le W, le P et le R. Donc, le W représente les rotations autour de l'axe des X, le P représente
les rotations autour de l'axe des Y et le R représente les rotations autour de l'axe des Z. Et notre dernière case, la configuration mécanique, pour l'instant, je vais l'ignorer. J'y reviendrai un peu plus tard dans la session puisque pour les premières manipulations qu'on a à faire avec le robot, on n'aura pas besoin de travailler avec la configuration mécanique. Donc, gardez en tête que une variable de type P ou une variable de type PR représentent tous les deux des positions dans l'espace. Une position est caractérisée par ses translations en X, Y, Z et ses orientations autour de l'axe des X, des Y et des Z. Donc, continuons. Parfait. Maintenant, comme je l'ai dit, une variable de type P, une variable de type PR, en fait, elles sont très similaires. Et la diapositive qu'il y a ici nous montre que une variable de type P, une variable de type PR, en fait, sont découpées exactement de la même façon. Chacune d'entre elles contient les trois paramètres pour représenter les translations dans l'espace. Chacune d'entre elles contient les trois paramètres pour représenter les orientations dans l'espace. Et chacune d'entre elles contient le paramètre spécial pour représenter ce qu'on appelle la configuration mécanique. Mais la bonne pratique de programmation en robotique veut que les variables de type P soient utilisées pour enseigner des positions. On a tous peut-être déjà vu dans des films ou même dans des vidéos sur Internet, quelqu'un qui prend un robot, qui le déplace à un certain endroit pour lui enseigner cette position. Et une fois que cette position est enseignée, on est capable de demander au robot de retourner à cet espace par lui-même. Donc, quand on va vouloir enseigner des positions au robot, et c'est ce que je fais dans le premier vidéo tutoriel, dans le deuxième vidéo tutoriel, pardon, que je vous ai rendu disponible ce matin. Donc, je configure les références de mon robot et j'enseigne 3 points sur la table dans un ordre particulier, des points décrivant un triangle, et par la suite, je demande au robot de se redéplacer dans cette séquence. Donc, c'est une manière très, très simple de créer des programmes. C'est une manière très, très simple de créer des programmes. Par contre, le défaut que cette technique a, c'est que imaginez que vous êtes un technicien en robotique sur une chaîne de montage automobile et que vous devez programmer un robot pour faire des points de soudure pour une voiture. Ben, une voiture, ça peut nécessiter des centaines, voire des milliers de points de soudure. Donc, vous allez devoir prendre le robot et le déplacer manuellement sur chacun de ces milliers de points pour les enseigner. Donc, c'est problématique. Pourquoi? Parce que premièrement, ça prend beaucoup de temps et deuxièmement, tout le monde n'a pas la même minutie. Donc, si je prends 2 techniciens différents et que je leur demande d'enseigner les mêmes 1000 points, à cause des erreurs de manipulation ou des tolérances mécaniques, ben, c'est impossible que 2 personnes enseignent le même point au même endroit au millimètre près, exactement de la même façon. Et on ne peut pas se permettre ces erreurs. Donc, voilà pourquoi les variables de type PR existent. Les variables de type PR, c'est ce qu'on appelle des variables calculées. Donc, si j'ai par exemple un ingénieur mécanique ou quelqu'un qui est habilité à faire des dessins 3D ou des modélisations 3D d'une pièce ou d'un convoyeur. Cette personne est capable de me donner les coordonnées exactes de chacun des points de soudure que je vais vouloir effectuer sur ma voiture. Si je connais les coordonnées exactes avec leurs orientations, je peux tout de suite les insérer à l'intérieur de ma variable PR. Donc, si je demande à 5 programmeurs différents de faire des programmes qui se rendent exactement aux mêmes positions dans l'espace, je peux être sûr que ces 5 programmeurs vont faire le travail parfaitement. Pourquoi? Parce qu'en utilisant des variables de type PR, ils vont pouvoir entrer les coordonnées exactes dans leur programme et donc le robot va toujours aller
exactement à l'endroit qui m'intéresse. Donc, on verra dans quelle situation on peut utiliser des variables, dans quelle situation il est plus avantageux d'utiliser des variables de type P et dans quelle situation il est plus intéressant d'utiliser des variables de type PR. Ce qu'on voit ici, la ligne où j'ai écrit P crochet 1 égale PR crochet 1, qu'est-ce que ça signifie? J'ai essayé de le schématiser dans cette diapositive. Donc, quand on écrit P1, donc P est une variable de type position. Donc, une variable de type position contient, comme on l'a dit, un X, un Y, un Z, un W, un P, un R et une configuration mécanique. Le 1 signifie que c'est la première variable de type position qui existe dans mon programme. Donc, quand je fais P1 égale PR1, ce que je suis en train de dire, c'est que je copie case par case toutes les informations qui sont dans chacune des cases ou dans chacun des paramètres de ma position, je les copie intégralement et je viens les coller dans les paramètres correspondants de ma variable PR. Donc, en fait, on peut enseigner une position en bougeant le robot physiquement et ensuite sauvegarder cette position dans une variable de type PR pour pouvoir la réutiliser plus tard. Donc, si j'avance, quand je veux déplacer mon robot, ça veut dire que je veux effectuer une modification sur une de ses positions. Mais effectuer une modification sur une de ces positions, ça veut dire soit le déplacer le long de l'axe des X, soit le déplacer le long de l'axe des Y, soit le déplacer le long de l'axe des Z, soit le faire tourner autour de l'axe des X, soit le faire tourner autour de l'axe des Y, ou soit le faire tourner autour de l'axe des Z. Donc, je veux modifier le paramètre X, Y, Z pour les translations ou WPR pour les orientations. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un bout de code qu'on a le loisir d'exploiter dans RoboGuide qui dit quoi? Donc, PR 1,1 égale R1. Donc, PR 1,1 en premier lieu. Donc, PR1, ça veut dire que j'ai un registre de position. Je peux en avoir autant que je veux dans le robot, mais le premier 1 signifie que je suis en train d'attaquer le premier registre de position. Virgule 1. Donc, le deuxième 1 signifie quoi? Que dans ce premier registre de position, on sait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases. 3 pour les translations, 3 pour les orientations et 1 pour la configuration mécanique. Donc, PR 1,1 veut dire que je récupère ce qu'il y a dans la première case de mon registre de position. Donc, je récupère ce qu'il y a dans le X. Je récupère la valeur qui représente ma translation en X actuelle. Et cette valeur-là, c'est une valeur réelle. Donc, ça veut dire, si je donne un exemple, 10,3 mm par exemple, contrairement à une valeur entière qui serait 10 tout simplement. Donc, quand je récupère un des paramètres d'une position ou d'un registre de position, je veux pouvoir le stocker en mémoire. Donc, si je récupère un paramètre qui tient à l'intérieur de une case, je vais être capable de le stocker dans une case. Donc, c'est ce que j'ai essayé de schématiser ici. Donc, les paramètres individuels d'une variable de type PR peuvent être stockés dans des variables de type R. Une variable de type R, c'est ce qu'on appelle un register. Donc, je répète, un PR, c'est un position register. Donc, une boîte qui contient plusieurs registres, plusieurs cases, certaines cases représentant des translations et d'autres des orientations. Et un R, c'est tout simplement un register. Donc, je peux prendre une des cases d'un position register et la stocker et stocker son information temporairement dans un registre. Donc, R1 signifie le premier registre. R2 signifierait le deuxième registre, etc., etc. Donc, continuons. De la même façon que je peux ici prendre soit mon X, soit mon Y, soit mon Z et le récupérer pour le stocker dans une variable de type R. Si je change de diapositive, je peux aussi modifier les différents paramètres d'une position. Donc ici, on a une ligne de code TPP qui fait quoi?
qui prend la valeur 25 et qui la met dans le paramètre X de mon registre de position. Donc, ça équivaudrait à dire que un point dans l'espace qui se trouvait à un décalage de, je sais pas moi, 50 par exemple en X, si je viens mettre la valeur 25 dans son paramètre X, ben je viens de déplacer ce robot en fait à 25 unités. Le 25 ici pourrait être des millimètres, des centimètres, des pouces. On peut changer cette configuration dans le robot. Donc avec cette diapositive et la suivante, on vient de voir en réalité comment récupérer un paramètre dans notre variable de type position. Et ici, on vient de voir comment modifier un paramètre. Donc, si je pose juste une question rapidement comme ça, et n'importe qui peut répondre à haute voix, si je voulais récupérer le Y, qu'est-ce que je devrais changer dans l'extrait de code que vous voyez présentement? Présentement, c'est écrit PR 1,1. Qu'est-ce que je devrais changer là-dedans si je voulais récupérer le Y au lieu du X? PR 1,2. Exactement. 2,1. Donc, ce serait PR1 pour dire que je travaille avec le registre de position 1, mais que virgule 2 parce que je veux récupérer le deuxième paramètre qui est le Y. C'est exactement ça. Et donc ici, si je voulais modifier l'orientation autour de X, qui est le paramètre W, ben j'écrirais PR1,4 égale 25. Donc ça voudrait dire que je suis en train de faire une rotation de 25 degrés autour de l'axe des X. Quand je dis autour de l'axe des X, il faut faire attention. Autour de quel axe des X? Dans le vidéo que je vous ai donné hier, on a vu qu'on pouvait configurer, pour ceux qui l'ont déjà regardé, et vous aurez la chance de le pratiquer, un système d'axe qu'on appelle le U-frame ou le référentiel de travail. On peut configurer un autre système d'axe qui s'appelle le U-tool ou le référentiel d'outils. Donc, ce sont des axes en 3 dimensions. Donc, quand je dis tourner autour de l'axe des X, on parle de l'axe des X du U-tool ou de l'axe des X du U-frame. Et ça, c'est une des difficultés principales de la robotique. Il faut toujours être conscient du système d'axe par rapport auquel je suis en train d'essayer de me déplacer ou de m'orienter. Donc, c'est quelque chose que on verra en démonstration et que vous aurez la chance de pratiquer dans RoboGuide. Donc, pour l'instant, on a vu comment affecter des valeurs à une position et récupérer le contenu d'une valeur qui se trouvait dans une position. Mais modifions un peu la donne. Si je choisis un élève, disons un élève fictif, Tom, et je dis à Tom, ben, avance de 25 unités. Avance de 25 unités, ça sous-entend que Tom doit avancer de 25 unités par rapport à sa position actuelle. Alors que si je dis à Tom, va à 25 unités, va à 25 unités, ça sous-entend qu'à partir d'une référence absolue, notre origine, ben, Tom doit se déplacer de 25 unités. Est-ce que, avec les deux phrases que je viens de vous donner, Tom se retrouve au même endroit? Si je dis va à 25 unités, ça va, ou avance de 25 unités, est-ce que mon élève virtuel se retrouve au même endroit? Non. Non. Effectivement, il ne se retrouve pas au même endroit. Puisque quand je dis avance de 25 unités, on sous-entend que on prend la position actuelle de Tom et on rajoute 25 unités à cette position. Donc, cette phrase, elle est schématisée par la diapositive que vous avez devant vous. Donc, je dis PR 1,1 égale PR 1,1 plus 25. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que pour le registre de position 1, pour son paramètre 1, donc pour le X du registre de position 1, on veut faire quoi? On veut récupérer le X du registre de position 1, y rajouter 25 et remettre le tout dans le X du registre de position 1. Donc, c'est une phrase qui est un peu longue,
une image vaut 1000 mots. Donc, j'ai essayé de schématiser ce que fait concrètement cette ligne de code avec le petit dessin que vous voyez en haut. Donc, la partie de gauche de notre ligne de code, qui commence par PR1,1 égale, ben, représente l'ouverture de mon paramètre X. Donc, je récupère peu importe la valeur qu'il y avait là-dedans. Ensuite, du côté droit, là où on voit PR1,1 plus 25, ben, on récupère le X qu'il y avait dans notre, on a récupéré le X qu'il y avait dans notre paramètre, on y rajoute 25 et on remet le tout dans le X original. Donc, en programmation, ce qu'il y a à droite du égal est une valeur qui va toujours aller écraser ce qui se trouve à gauche du égal, comme en mathématiques. Ça va? Donc, si je vous dis A égale 2 plus 3 et que je vous dis qu'est-ce qu'il y a dans le contenu de A, ben, tout le monde va me dire 5. J'espère. Donc, c'est exactement la même chose ici en programmation. Ça va pour ce concept? C'est bon? OK. Donc, parfait. Donc, tout ça, c'est beau. Il y a des belles couleurs, il y a des beaux dessins, il y a des lignes de code que vous allez voir opérer et fonctionnelles dans le vidéo que je vous ai rendu disponible ce matin. Donc, ici, on est en Théo, mais vous allez voir concrètement dans RoboGuide où est-ce que je vais chercher ces fameuses variables, comment je les manipule, où est-ce que dans un programme, on insère ce genre de ligne de code. Donc, c'est bien beau de créer une position et de mettre de l'information à l'intérieur, mais faut-il encore demander au robot de se rendre à cet endroit? Donc, une analogie assez simple. Moi, je peux prendre une enveloppe. Disons qu'on était à Técart. Ça va? Donc, on était à Técart dans la salle de robotique et que je prends une enveloppe. À l'intérieur de cette enveloppe, je mets le numéro d'un local auquel j'aimerais que vous vous déplaciez. Donc, je choisis un étudiant au hasard. Je lui donne cette enveloppe. Donc, l'étudiant ouvre l'enveloppe. Il voit le nom du local, le numéro du local, disons le 201, le 303, peu importe. Et maintenant, l'étudiant, il doit se déplacer à ce local. De quelle manière il va s'y déplacer? Est-ce qu'il va s'y déplacer en marchant? Est-ce qu'il va s'y déplacer en courant? Est-ce qu'il va s'y déplacer en sautant? Donc, c'est une chose d'avoir les coordonnées ou la destination où on veut que le robot se rende, mais c'est une autre chose de lui dire comment on veut qu'il se rende. Il s'y rende. Donc, il y a des modes de mouvement en robotique. Il y a 3 modes de mouvement. Le mode de mouvement joint, le mode de mouvement linéaire et le mode de mouvement circulaire. Donc, le mode de mouvement joint, c'est quoi? Donc, un robot, en tout cas le robot avec lequel nous allons travailler, c'est un robot qui a ce qu'on appelle 6 degrés de liberté. 6 degrés de liberté, pourquoi? Parce que c'est un robot qui a 6 joints, 6 articulations qu'il est en mesure de bouger. Si je prends par exemple mon bras, donc j'ai mon poignet, j'ai mon coude, j'ai mon épaule. Donc mon bras a 3 degrés de liberté. Donc je répète, notre robot a 6 degrés de liberté, donc 6 articulations. Donc quand je me déplace, quand je demande au robot de se déplacer en mode joint, ce qui est spécifié en commençant notre ligne de commande par un J, ça veut dire que si je dis la première ligne de commande, par exemple, JPR1, 100 mm par seconde, find. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je demande au robot de se déplacer de manière linéaire. Donc, peu importe l'endroit où il se trouve, je veux qu'il essaye de se déplacer en ligne droite jusqu'aux coordonnées stockées à l'intérieur de la variable PR1. Je veux qu'il fasse ce mouvement linéaire, donc ce mouvement en ligne droite, à une vitesse de 100 mm par seconde. Et find, ça signifie quoi? Je veux qu'il arrête exactement sur ce point. La ligne... Oups, j'ai changé de... Parfait. C'est... Excusez-moi, mon doigt appuyé sur le bouton par inadvertance. Donc, bon, j'ai commencé l'explication avec linéaire, finissons avec linéaire avant de retourner sur joint. Donc, L signifie linéaire. Peu importe où je me trouve, je veux me rendre
si possible, en ligne droite à la destination qui est pointée par le contenu de ma variable PR1, je veux le faire à 100 mm par seconde et on est capable de modifier ce critère de vitesse dans RoboGuide. On peut se déplacer en millimètres par seconde, en mètres par seconde, en centimètres par seconde, en pouces par seconde, peu importe. Et fine veut dire qu'on veut arrêter spécifiquement à ces coordonnées. La deuxième ligne de code fait exactement la même chose, mais au lieu d'essayer d'atteindre la position qui est définie par un position register, une variable calculée, on essaie d'atteindre une position qui a été enseignée. La troisième et la quatrième ligne montrent qu'on peut spécifier la vitesse de déplacement du robot en pourcentage et non pas en distance par unité de temps. Et continue, CNT, 100, ça signifie quoi? C'est que, par exemple, si je veux souder, je sais pas moi, une boîte. Donc, si je me déplace avec ma buse de soudage et que j'arrive au coin de ma boîte, je ne veux pas stopper au coin en soudant parce que ça va faire une boule de soudure. Je veux me déplacer de manière fluide sans arrêter sur ce point et continuer avec la prochaine arête de ma boîte ou de mon cube. Donc, quand on utilise CNT, on peut suivre CNT d'une valeur entre 0 et 100. 0 veut dire qu'on passe exactement sur le point sans s'arrêter et 100 veut dire qu'on passe dans un certain rayon autour du point, toujours sans s'arrêter dessus. Donc, dépendamment de la trajectoire qu'on veut tracer, ben, on s'amuse tout souvent à varier les valeurs entre 0 et 100, les valeurs qui suivent le continu, pour avoir le mouvement ou la courbe qui nous intéresse. Donc, mais le tout toujours de manière linéaire, toujours en ligne droite, parce que notre instruction de mouvement commence par un L. Alors que le mouvement joint, comme je disais tout à l'heure, si mon robot a 6 articulations, quand je fais un mouvement joint, je demande à mon robot de me garantir qu'il va se rendre à la position finale pointée soit par ma variable PR ou P, mais je lui donne la permission de bouger ses articulations comme il l'entend. Donc, mon robot, il peut faire un zigzag s'il veut pour se rendre à la position finale. La seule garantie que j'ai, c'est qu'il va atteindre mes coordonnées finales. Alors que, en linéaire, je force mon robot à essayer de trouver une trajectoire linéaire, donc à se déplacer en ligne droite de sa position actuelle vers sa position finale. Donc, parfait. Donc, ce qu'on a raconté. J'ai pas bien. Oui? Monsieur, j'ai pas bien compris la différence entre fine et continue. Fine et continue. Donc, OK. Si je te dis, tu dois partir de Montréal, aller à Longueuil et tu dois partir de Laval, aller à Montréal et te rendre à Longueuil par la suite. Ça va? Donc, on part du nord, Montréal au centre, Longueuil au sud. Je te dis, donc, pars de Laval à Montréal, dans un mouvement linéaire find. Et ensuite, fais un autre mouvement linéaire find jusqu'à Longueuil. Tu conduis. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas démarrer de Laval. Quand tu vas arriver à Montréal, tu vas stopper à Montréal. Et ensuite, quand tu vas redémarrer, quand tu vas arriver à Longueuil, tu vas stopper à Longueuil. Si je te dis plutôt, tu as le même trajet, mais cette fois-ci, je te dis, vas-y en continu. Donc, si tu vas de Laval à Montréal en continu, tu vas passer sur l'île de Montréal, mais tu ne vas pas t'arrêter. Donc, tu vas faire un mouvement continu qui va t'amener de Laval à Montréal à Longueuil. Si je te dis continue avec une valeur de 0, ben, tu vas passer sur l'île de Montréal. C'est garanti. Si je te dis continue avec une valeur de 100, ben, Montréal est grand. Est-ce que tu passes au milieu de la ville? Est-ce que tu passes dans l'est de la ville? Est-ce que tu passes dans l'ouest de la ville? On n'est pas sûr parce que on donne une tolérance, on donne un rayon d'action qui est valide dans ton déplacement.
Ça va? L'analogie t'aide à comprendre un peu la différence entre find et continue? Ouais. Ok. Donc, de toute façon, dans la démonstration, dans le vidéo, je m'amuse à faire des mouvements justement, continue et find. Donc, comme je dis, une image vaut 1000 mots. Vous allez voir le robot bouger, vous allez voir la différence entre un mouvement continue et un mouvement find, et vous allez être aussi en mesure de l'essayer physiquement vous-même dans la cellule robotique. Les jumps, ok, non, je vais pas faire ça tout de suite. Donc, je vais faire la dernière diapositive et puis je vais arrêter la Théo. Euh, quand vous avez appris à programmer des automates, vous avez fait, si je me trompe pas, du ladder. Vous avez commencé à parler du graph set aussi. Corrigez-moi si je me trompe. Vous avez fait du graph set? Quelqu'un? Oui, exactement. Ouais. Parfait. Donc, Ouais. en graph set, on a des divergences en et, on a des divergences on a des divergences, des convergences en ou, on a des divergences, des convergences en et. On peut créer des boucles dans un graph set pour être capable de répéter plusieurs fois les actions qui sont associées à une étape. Je crois que vous avez fait par exemple un laboratoire qui est le manège, où on a un manège qui, euh, qui monte, qui tourne un certain nombre de secondes, qui redescend, qui monte, qui tourne un certain nombre de secondes. Et il fait ça 3 fois, si je me souviens bien, avant d'arrêter. Donc, en robotique, on doit aussi être en mesure de permettre à notre programme de boucler sur lui-même, ou on doit aussi être en mesure de permettre à notre programme de sauter certaines sections de code pour en atteindre d'autres. Donc, euh, en graph 7, vous aviez des boucles, vous aviez des appels de sous-routine. Tous ces concepts existent en Karel. Donc, la diapositive qui est ici, et vous allez le voir dans le vidéo, on a une instruction qui s'appelle JMP-LBL pour Jump to Label. Vous avez une instruction qui est similaire dans un programme en ladder. Un JSR, ça vous dit quelque chose? Normalement, vous avez vu l'instruction JSR quand vous avez programmé en ladder. Ça veut dire quoi JSR? Ouais, on l'a utilisé. Pour ramener tous les programmes. L'appel à d'autres ladders. Exactement. À d'autres sous-programmes. Donc, JSR, c'est Jump to Subroutine. Donc, dans votre ladder 2, vous placiez plusieurs instructions JSR et chaque instruction JSR, vous lui associez un numéro. Donc, JSR ladder 3, qui était votre ladder de suivi, par exemple, ou JSR ladder 4, qui était votre ladder d'étape ou de transition, peu importe. Donc, on a une instruction qui nous permet de sauter à un endroit en particulier, mais cet endroit en particulier doit être marqué pour qu'on puisse le trouver et s'y rendre. Donc, l'instruction JMP-LBL veut dire en TPP Jump to Label. Et l'instruction Label représente quoi? Représente le fameux marquage qu'on met à un endroit précis dans notre programme. Donc, si j'écris JMP LBL et que je remplace le I par 5 et que quelque part dans mon programme, j'ai écrit LBL 5, mais qu'est-ce qui va se passer quand mon programme arrive à la ligne JMP LBL 5? On va sauter une grosse partie du code et on va aller où? On va aller au label qui est numéroté 5. Donc, on va être capable de faire des sauts comme ça dans notre programme, des sauts qui vont être l'équivalent des fameuses divergences qu'on a appris à faire en ladder. Donc, je vais stopper la Théo sur ça aujourd'hui parce que de toute façon, je ne veux pas vous donner trop d'informations tant que vous n'avez pas été en mesure de la pratiquer concrètement dans RoboGuide. Donc, ce que je vais faire, je vais stopper cet enregistrement. Je vais le rendre disponible tout à l'heure sur Omnivox et d'ici quelques minutes, je vais me connecter avec le technicien de TK pour essayer de vous rendre
accessible la machine virtuelle. Donc, ce que je vous demande de faire entre-temps, c'est pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, regardez le vidéo que je vous ai rendu disponible hier. Évidemment, vous allez me dire, ben, on regarde le vidéo, mais on n'a pas encore la machine virtuelle. Et justement, c'est peut-être une bonne chose. Pourquoi? Parce que très souvent, les étudiants ont tendance, avec ces vidéos, à les regarder et en essayant de faire simultanément les manipulations, ce qui n'est pas la chose à faire, parce que ce vidéo est un cours théorique. Donc, si on était en classe, face à face, et que j'étais en train de faire la démonstration de la configuration des repères d'un robot guide, ben, je vous dirais, fermez vos ordinateurs et portez attention à ce que je suis en train de faire en avant, parce que on explique les notions théoriques et on navigue dans différents menus. Si vous êtes occupé à essayer de chercher où se trouve telle ou telle option sur votre ordinateur au lieu de regarder où ça se trouve dans le vidéo et de le prendre en note, vous allez manquer de l'information. Donc, à toute chose, malheur est bon. Donc, ça vous permet de regarder ces vidéos à tête reposée en écoutant la théorie et les raisons pour lesquelles on fait telle ou telle manipulation et en notant les manipulations. Et quand vous allez avoir accès à RoboGuide, ben, je vous demanderai, dans un premier temps, d'essayer de reproduire ces manipulations sans regarder le vidéo pour voir jusqu'à quel point vous les avez intégrées ou jusqu'à quel point vos notes sont exactes. Et évidemment, le vidéo est là pour vous débloquer si jamais vous ne vous souvenez pas. Et évidemment, vous pouvez me contacter aussi à travers Teams en mode vidéoconférence pour que je puisse vous aiguiller si jamais vous avez un problème de manipulation. Donc, regardez le premier vidéo Théo que j'ai rendu disponible sur Omnivox hier. Regardez celui que j'ai rendu disponible dans le dossier cours 2 ce matin. Les explications qu'on vient de donner en classe, elles complémentent le vidéo que j'ai rendu disponible ce matin. Et si tout va bien, vous devriez avoir accès à la machine virtuelle aujourd'hui. Ça va? Donc, je vais stopper ceci. Je vais stopper l'enregistrement.